Bonjour et bienvenue. Si je vous dis chute de l'Empire romain, il y a une date qui vient tout de suite à l'esprit, c'est 476, on l'a tous apprise à l'école. C'est la date qu'on retient tous, oui. C'est l'année où le tout dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, est déposé. Et dans l'imaginaire collectif, c'est une fin brutale, la fin d'une civilisation. Un cataclysme. Exactement. Mais, et si cette date, ce fameux 476, c'était pas vraiment une fin? Si c'était plutôt une transformation? Comment un empire qui se disait toujours romain a pu continuer à exister et même à prospérer pendant 1000 ans de plus? C'est toute la question. Et c'est justement ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. L'objectif, c'est de démonter un peu ce mythe de 476 comme un point final. D'accord. Les sources nous montrent autre chose. Pas une mort subite, mais plutôt un glissement, un transfert du centre de gravité de l'Empire vers l'Est, vers ce qu'on va appeler, bien plus tard, l'Empire byzantin. C'est l'histoire d'une survie assez incroyable, en fait. Donc cette idée de fin est une simplification. Pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière, quand l'Empire était encore un seul bloc, du moins en théorie. En théorie, oui. Parce que c'était un territoire absolument immense, de l'Écosse à l'Irak actuel, ça paraît juste ingérable pour un seul homme, non? C'était le défi de chaque empereur. Et vous avez raison, l'idée de diviser pour mieux régner, elle est bien plus ancienne que 476. Ah oui. Oui, la grande réforme, elle arrive à la fin du IIIe siècle, avec un empereur très pragmatique, Dioclétien. Il voit que l'Empire est attaqué de partout en même temps et que l'administration est au bord de l'asphyxie. Et donc, sa solution, c'est la tétrarchie. Voilà, la tétrarchie, le gouvernement à quatre. 4 empereurs pour le prix d'un. Ça a l'air un peu compliqué comme système. C'était complexe, mais l'idée était simple. Avoir un empereur plus proche de chaque frontière menacée. Donc, deux empereurs principaux, les Augustes, et deux adjoints, les Césars. Un duo pour l'Orient, un duo pour l'Occident. Mais l'Empire reste unifié, c'est pas une scission. Sur le papier, non. C'est juste une réorganisation administrative. Sauf que, en pratique, ça a commencé à creuser des différences qui existaient déjà depuis des siècles. Des différences culturelles, économiques, j'imagine. Un côté plus latin et un autre plus grec. Exactement, vous mettez le doigt dessus. Ce sont deux mondes qui s'éloignent. L'Orient, c'est le monde grec. C'est la partie la plus riche, la plus urbanisée, avec des villes énormes, comme Alexandrie, Antioche. Et l'Occident. L'Occident reste très latin, mais il est plus rural. Il y a moins de monde. Et surtout, il subit toute la pression militaire sur les frontières du Rhin et du Danube. Il s'appauvrit petit à petit. Donc cette division administrative, au début elle était juste pratique, mais elle a fini par officialiser une fracture bien réelle. Et à quel moment ça devient définitif? Le point de non-retour, on le situe souvent en 395. C'est la mort de l'empereur Théodose Ier. D'accord. Il est le dernier à avoir régné sur tout l'Empire. Et dans son testament, il le partage entre ses deux fils. L'Orion pour Arcadius et l'Occident pour Honorius. Et à partir de là, les deux parties vont vraiment vivre leur vie séparément. Et en parlant du destin de l'Orient, il y a un personnage incontournable qui a tout changé bien avant 395. C'est Constantin. Il prend une décision radicale. Une décision spectaculaire, oui. En 330, il ne se contente pas de bouger sa capitale. Il fonde une nouvelle Rome. C'est un acte politique d'une puissance symbolique inouïe. Il choisit une petite colonie grecque, Byzance, et il la transforme en capitale impériale. Son nom officiel, c'est Nova Roma. Le message est clair. Très clair. Le cœur de l'Empire, maintenant, c'est ici. Même si tout le monde l'appellera très vite Constantinople, la cité de Constantin. Mais alors, pourquoi là? Pourquoi ce site précisément? Qu'est-ce que Byzance avait de si spécial? C'est un coup de génie stratégique. Regardez une carte. La ville est un verrou. Elle est à cheval sur l'Europe et l'Asie, et elle contrôle le détroit du Bosphore. Le passage entre la mer Noire et la Méditerranée. Exactement. Qui tient Constantinople tient une des plus grandes routes commerciales du monde. C'est une source de revenus colossale. D'accord pour l'économie. Et militairement? C'est une forteresse naturelle. Elle est entourée par la mer sur trois côtés. Le seul accès par la terre est facile à défendre. Et on y construira plus tard des murailles incroyables, les murailles théodosiennes, qui la rendront presque imprenable pendant 1000 ans. Rien à voir avec Rome, qui est au milieu des terres, beaucoup plus vulnérable. Et surtout, Rome est devenue très loin des frontières qui comptent à ce moment-là. Loin de la Perse, loin du Danube. C'est vrai. Mais en créant cette nouvelle Rome, est-ce que Constantin n'a pas un peu condamné l'ancienne, en concentrant toutes les richesses et le pouvoir à l'Est?
C'est une excellente question et le débat existe toujours. Disons qu'il a sans doute accéléré le déclin de l'Ouest. Mais de son point de vue, il sauvait le cœur de l'Empire. Il a déplacé le sens de commandement là où c'était le plus vital. Ce qui nous ramène tout droit à notre date de 476. L'Ouest est très faible et Constantinople est devenue la vraie capitale de l'Empire. Alors, que se passe-t-il cette année-là, concrètement? L'événement en lui-même, il est presque anecdotique en fait. Un chef militaire d'origine germanique, Odoacre, dépose le jeune empereur Romulus Augustule, qui n'était qu'un enfant, une marionnette. Et à ce moment-là, l'empereur d'Occident ne contrôle plus grand-chose, c'est ça? Presque plus rien. Juste l'Italie. Le reste, la Gaule, l'Espagne, l'Afrique du Nord, est déjà aux mains de royaumes germaniques. Donc, 476, c'est plus la fin d'une fiction politique qu'un vrai cataclysme. Attendez. Il y a un détail que j'ai lu dans les sources qui, je trouve, change absolument tout. Odoacre ne se proclame pas empereur. Il fait autre chose. Et c'est là que tout se joue. C'est le geste le plus révélateur. Il prend les insignes du pouvoir impérial. La couronne, le manteau pourpre. Voilà. Et au lieu de les mettre, il les envoie par bateau à l'autre empereur, à Zénon, qui est à Constantinople. C'est incroyable. C'est pas un acte de conquête, ça. C'est presque un acte de soumission administrative. Le message est limpide. Odoacre dit, en substance, « Il n'y a plus besoin d'un empereur en Occident. Un seul empereur pour tout l'Empire, le vôtre, ça nous suffit. Moi, je gouvernerai l'Italie en votre nom. » Donc, pour les gens de l'époque, surtout à l'Est, l'Empire n'est pas tombé. Au contraire, Il a été réunifié. la partie occidentale est juste administrée différemment. Mais l'Empire romain continue, avec sa capitale à Constantinople. Alors, si eux se voyaient toujours comme des Romains, d'où vient ce nom, l'Empire byzantin? Qui a inventé ça? Ça, c'est une pure invention des historiens, mais bien plus tard. Le terme a été popularisé au XVIe siècle par un humaniste allemand, Jérôme Wolff, Pourquoi? pour faire la distinction entre l'Empire romain antique, païen et latin, et cet empire médiéval, chrétien et de langue grecque. C'est une étiquette pratique pour nous historiens. Mais les Byzantins eux-mêmes, ils auraient détesté ce nom. Jusqu'au bout, jusqu'en 1453, ils se sont toujours appelés Romaï. Les Romains, en grec. Exactement. D'accord, c'est beaucoup plus clair. La chute de 476 est un non-événement pour l'Orient. Du coup, la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi cette différence de destin? Pourquoi l'Est a tenu bon quand l'Ouest s'est effondré? L'argent, j'imagine. C'est le facteur numéro 1, sans aucun doute. L'argent, c'est le nerf de la guerre et de l'État. L'Orient contrôle les provinces les plus riches. L'Égypte? L'Égypte, bien sûr, le grenier à blé, mais aussi la Syrie, un carrefour commercial essentiel. Cette richesse, ça permet de tout faire. Tout faire, ça veut dire entretenir une armée professionnelle, loyale, au lieu des mercenaires dont dépendait l'Ouest à la fin. Précisément, l'Orient a les moyens de payer ses soldats, de construire des flottes, de réparer ses murailles. Mais l'argent sert aussi à autre chose. La diplomatie. Une diplomatie très pragmatique. Quand un ennemi est trop fort, on l'achète. La stratégie du « tiens, voilà de l'or et va embêter le voisin ». C'est exactement ça. L'exemple le plus connu, c'est avec Attila et les Huns. L'empereur à Constantinople leur verse des tonnes d'or chaque année pour qu'il n'attaque pas ses provinces. Et ça marche? Parfaitement, Attila prend l'or et tourne toute sa fureur vers l'Occident, qui, lui, n'a pas les moyens de le payer. C'est une stratégie de déviation brillante. D'accord. Économie solide, armée financée, diplomatie à coups de pot de vin. C'est déjà beaucoup. Mais il doit y avoir des raisons plus structurelles, non? L'État lui-même devait être plus solide. Absolument. L'Orient a conservé un atout majeur de Rome, une bureaucratie centralisée et efficace. Il y a des fonctionnaires qui lèvent les impôts, des juges, des ingénieurs. C'est un État qui fonctionne, tout simplement. Alors qu'en Occident, tout ça s'était effondré. Oui, le pouvoir était passé aux mains de grands propriétaires terriens, de chefs de guerre. L'État central n'existait quasiment plus. Et il y a un autre pilier, plus idéologique celui-là, qui a dû jouer un rôle énorme, la religion. C'est le 4e facteur clé, oui, le christianisme. Depuis Constantin, c'est devenu la religion de l'Empire, et en Orient, cette fusion entre l'Église et l'État est très profonde. Comment ça? L'empereur n'est plus juste un chef militaire. Il est vu comme le lieutenant de Dieu sur terre. Ça lui donne une légitimité immense. Et la foi chrétienne devient le ciment qui unit des peuples très différents, des Grecs, des Syriens, des Égyptiens. C'est le fondement de leur identité romaine.
Et tout ça est soutenu par un dernier élément, l'héritage du droit romain. Un héritage fondamental. L'Orient non seulement préserve, mais il continue de développer cette tradition juridique. Le sommet, ce sera plus tard avec l'empereur Justinien et son code. Un droit clair et respecté, ça garantit la stabilité, la protection de la propriété. C'est le socle d'une civilisation qui dure. Donc, si on résume, la chute de Rome en 476, ce n'est finalement que la fin de l'administration impériale en Occident. L'Empire, lui, ne meurt pas. Non, il ne meurt pas. Il a juste fini sa transformation en déplaçant son centre de gravité à Constantinople. Un processus qui avait commencé plus d'un siècle avant. C'est la meilleure façon de le voir. Il s'est recentré. Il s'est transformé en une nouvelle créature, à la fois politique et culturelle. C'est quoi cette nouvelle créature? C'est une synthèse fascinante. L'Empire byzantin, c'est la structure étatique et le droit de Rome, la culture et la langue de la Grèce, et le tout cimenté par la foi chrétienne orthodoxe. C'est ce mélange unique qui lui a donné la force de survivre encore un millénaire. Et le fait que l'Empire romain ait survécu 1000 ans de plus que ce qu'on apprend, ça change complètement notre vision du Moyen-Âge. On l'imagine comme une période sombre, un vide après la lumière romaine. Alors qu'à l'Est, pas du tout. Part de l'héritage de cette Rome orientale, dans l'art, la religion, le droit, l'idée même d'un État fort, influence encore notre monde aujourd'hui, notamment en Europe de l'Est, sans qu'on s'en rende vraiment compte.